Au talon, on a ce fameux Movaka, utility player, qui peut jouer 2, 8, 9, 15. En fait, il fait ce qu'il veut sur le terrain. Et franchement, il est au top en ce moment, donc zéro incertitude. Oui, il sait tout faire. Merci, monsieur Movaka, merci. Tu nous as apporté la folie qu'il faut mettre pour enflammer un match et faire vibrer les supporters. Cet état d'esprit qui transforme un match ultra tactique et stratégique, tendu et âpre. Et franchement, il est moche à regarder en première mi-temps pour la France, qui se joue sur une conquête dominante et à coup de 3 points, en un sport qui est incroyable et qui est magnifique à voir. Quand tu vois ton talonneur qui franchit, qui met un petit jeu au pied par-dessus, mais t'oublies la tension du match tout simplement. Il te rappelle tout simplement que le rugby c'est un jeu et franchement, quand t'as un partenaire comme ça, c'est cadeau. Tu sais que tout est possible avec lui. Quand il te joue une pénalité à la main à 40 mètres de son en-but en seconde mi-temps, il te met le feu. C'est ton talonneur qui donne le rythme du match. C'est pas ton 9, c'est pas ton 10, c'est ton talon qui imprime le rythme de la partie. Et ça te pousse à jouer, à tenter. Ben oui, Movaka, je vous l'avais dit, c'est un numéro 9 ou un numéro 10. C'est juste que ses entraîneurs et ses sélectionneurs, ils se sont tout le temps plantés. Ou qu'ils ne le savent pas encore. Et alors là, monsieur Movaka, je vais être extrêmement difficile avec vous. Vous êtes insupportable. Ben oui, toi, quand tu entraînes ta petite équipe, tu as déjà du mal à trouver des premières lignes. Et en plus, de temps en temps, tu as des joueurs qui sont tout petits, qui sont gringalets, qui ne savent pas faire une passe, qui n'aiment pas le combat, qui n'ont pas beaucoup d'attributs pour eux. Tu ne peux pas les faire jouer derrière parce que ça va trop vite. Et devant, ils sont pas assez costauds. Et donc, le petit frêle comme ça, tu te dis, bah, je vais te mettre au talon. Comme ça, au moins, si tu arrives à lancer droit en touche, eh ben, on sera bon. Mais alors là, monsieur Movaka, vous ruinez tous les entraîneurs amateurs. Parce que du coup, même ces petits frêles qui ressemblent à rien, qui sont pas bons et qui savent pas lancer, mais ils vont plus jamais vouloir lancer. Monsieur Movaka, vous montrez à toute la planète rugby qu'on peut être déficient de temps en temps en conquête en touche, avec des lancers ou une coordination dans l'alignement qui est pas bon, mettre des petits jeux au pied par-dessus, mais moi ça veut dire que mes talons en jeune là, ils vont se mettre à mettre des petits jeux au pied par-dessus avant de savoir lancer. Oh, c'est pas cool ça. Eh bien tu nous as prouvé qu'un talon, il pouvait rater des touches et jouer comme un 9. Bah merci, on est mal barré dans mon équipe. Plus sérieusement, merci Peato. Merci monsieur Movaka. Tu nous as presque fait oublier que Marchand, il est sorti sur une blessure un petit peu après le début du match. Eh oui, encore une blessure musculaire. Bye, Danty, Willem C, Marchand. Ça commence à faire de nombreuses blessures musculaires quand même. Sujet sensible, on en parle de la préparation physique? Alors je vais faire un petit peu de langue de bois sur le sujet pour froisser personne. Ben non, je déconne, bien sûr que je vais vous donner mon avis et c'est totalement subjectif et pas du tout argumenté parce que j'ai pas encore toutes les billes pour pouvoir en parler sérieusement. Alors je vais donner juste mon ressenti. Et ouais, il faut que je me mette à jour parce que j'ai 10 ans de retard sur la préparation physique et j'aimerais bien inviter un préparateur physique pro là dans une prochaine vidéo que je suis en train de préparer justement pour qu'il nous parle de l'aspect préparation physique qui pour nous est un grand mystère. Franchement, quand on te parle, t'as l'impression que c'est des gourous ou des chamans qui te parlent. Alors oui, on a de la casse et je vois pas vraiment d'autres explications que la préparation physique pour expliquer le nombre de blessés musculaires. Mais d'un côté, si on veut aller loin dans la compétition, t'imagines en quart de finale après tes phases de poule, tu vas aller taper qui? L'Afrique du Sud, puis derrière tu vas jouer une demi-finale potentiellement contre les Fidji où ça va cogner fort, et là tu arrives en Irlande et tu vas jouer contre une équipe où eux ils sont rodés et tu vas enchaîner des séquences. Bien sûr il faut que tu sois prêt pour pouvoir aller loin, bien sûr. T'as intérêt d'être outillé quand même pour tenir des séquences aussi longues que l'Irlande peut t'imposer après 8 semaines de compétition. Alors comment est-ce qu'on peut réussir alors qu'on a de la casse partout? Eh bien tout simplement en faisant confiance au staff. Le staff, ça fait 4 ans qu'il prépare ce projet et qu'il a construit un groupe de joueurs. Et non pas un 15 de départ, c'est ça toute la différence. Là, t'as Marchand qui est pas là et tu te retrouves avec Peato Movaka et derrière t'as Bourgarit, le champion d'Europe quand même. Champion d'Europe, Bourgarit numéro 3. Moi je me suis posé la question de savoir s'il allait être numéro 2 ou numéro 3. Il est outillé. T'as Flamand qui est en deuxième ligne sans Willem C, tu vois la différence? Puis derrière, t'as la Jalibert à la place de Ntamak. Vincent ou Moefana à la place de Danty, honnêtement, on n'est pas à plaindre. On va pas se leurrer, j'ai l'impression qu'on a mâché les Blacks physiquement. Alors oui, on va parler dans la vidéo du plan anti-Dupont, de tactique, de stratégie et de ce qui fait qu'on a été très efficace sur ce match-là. Mais avant de commencer, on va pas se mentir, vous l'avez kiffé mon polo de la France, vous êtes nombreux à me demander où je l'ai eu. Quoi, tu ne connais pas encore Shilton? C'est la Coupe du Monde qui commence et tu connais pas? T'es pas sérieux ou alors t'es nouveau sur la chaîne. Shilton, c'est une marque de prêt-à-porter sportswear chic orienté rugby. Ils avaient sorti une collection Coupe du Monde juste avant l'été avec ce t-shirt que je trouve très frais. Il rappelle l'univers rugby tout en restant classe et discret. Et pendant les vacances, ils ont sorti l'artillerie lourde. La collection France que je trouve vraiment magnifique
magnifique et franchement on peut se le dire, la période se porte à supporter un peu plus la France, non? Et la seconde collection, c'est la collection Nouvelle-Zélande. Ce que j'apprécie sur les vêtements comme ça, c'est que c'est original et impérissable. Il n'y a pas 200 000 personnes qui ont le même t-shirt ou les mêmes vêtements et qui vont devoir changer à chaque fois que le sponsor va changer ou sur la saison suivante. Et ce qui est agréable, au-delà de la qualité du textile, c'est ce côté classe sans être encombrant. Profitez de 10% de réduction sur la boutique Shilton avec mon code UPRUGBY10. Vous trouverez le lien dans les commentaires et la description. Et maintenant, place au débrief. Toute la journée, je me suis posé une question qui peut te paraître bête, qui peut même te paraître très bête, mais qui pour moi a beaucoup d'importance. Après le AK, les joueurs de l'équipe de France allaient-ils se mettre en cercle? Pourquoi je me suis posé cette question toute la journée? Eh ben parce que je pense que le AK c'est quelque chose qui te galvanise avant un match, surtout dans l'ouverture d'une Coupe du Monde où tu as des protocoles qui sont très longs, tu as les hymnes internes, enfin les hymnes nationaux, etc. Et les Blacks, ils ont ce moyen de communier et de faire corps avec une équipe juste avant le début du match, de rebasculer avec les mecs qui sont à côté de toi. Et la France, quand tu regardes, bah forcément, t'es pas spécialement chaud. Et je m'étais posé la question, si on ne le fait pas, est-ce qu'on va rater notre entame de match et j'aurais eu quelque chose à dire? Et ben en fait non, parce qu'on l'a fait et sur l'entame de match, on s'est fait ouvrir. Et comment on se fait ouvrir? Déjà, les Blacks, ils font quelque chose d'extrêmement bizarre. C'est une équipe qui, normalement, c'est exactement le lancement de jeu qu'elle veut faire en fonction de la zone et notamment sur les touches. Ils n'ont pas besoin d'attendre que l'adversaire soit placé puisque si tu as deux joueurs de chaque équipe dans l'alignement, tu peux lancer le ballon en touche. Et généralement, ils arrivent, le mec il arrive, il prend, il lance, fini. Et là, on est resté sur un truc où le mec il a bugué pendant 20 secondes, il est resté comme ça, même le public s'est mis à siffler. J'avais jamais vu les Blacks faire comme ça. Et donc stratégiquement, je pense que les Blacks avaient ciblé le centre du terrain. Regarde ça, sur cette touche, les Blacks ils nous font un lancement de jeu mais qui est juste un caviar. On va dire ce qui est. Avant de te poser la question sur Moefana et de te dire ok c'est Moefana qui quitte la ligne, on va s'attarder un petit peu sur le lancement. Tu comptes simplement les joueurs en attaque et en défense. Tu as 6 attaquants et 5 défenseurs. C'est un surnom mais tu n'as rien d'insurmontable, c'est-à-dire que sur des surnoms comme ça, c'est vraiment des pseudo-surnoms. Par contre le coup est extrêmement bien joué. Si on regarde, au moment où le porteur de balle va lâcher son ballon, il y a 2 défenseurs contre 3 attaquants au moment du break. Si la défense passe en fréquence, c'est-à-dire avec de petits appuis sans sortir de la ligne, elle attend tranquillement le choix du porteur de balle. Tu vas sûrement subir la collision et perdre quelques mètres et le reste de l'équipe aura du retard. S'il décide de ne pas aller au contact et que le porteur de balle donne dans le dos, tu te retrouves avec les 2 ailiers et l'arrière néo-zélandais contre 2 Français. C'est pas terrible non plus comme situation. Il faut pas oublier qu'on vient juste de rentrer dans la Coupe du Monde et que c'est nous les patrons. La France, on est réputé par notre défense, pour notre défense, et c'est quand même toi qui as envie sur les premières minutes de la Coupe du Monde d'imprimer ton rythme et ton intensité en défense. Et je pense que ça, c'est quelque chose que tu vois sur la montée défensive. Quand tu regardes la montée défensive, tu as Aldrit qui donne le ton pour tout le monde. On va venir vous chercher et on va venir vous chercher. Oh, retirez le frein à main, les potes, on monte. Parce que lui, il monte tout seul. Normal, l'objectif, c'est de mettre une grosse pression sur le 10 adverse. Et sur certains types de défense, quand un joueur sort de la ligne défensive tout seul pour mettre une grosse pression à l'adversaire, le joueur juste à l'intérieur ou les 2 joueurs à l'intérieur, ils compensent dans son dos. Et c'est ce qu'on appelle généralement, tu peux avoir différents types de défense qu'on peut appeler blitz, défense en inversé. Il y a différents paramètres à prendre en compte en fonction des zones du terrain. Et je pense que Moefana, là-dessus, il décide de sortir de la ligne en se disant « Ok, j'y vais, je le cartonne avec le ballon. » Et dans tous les cas, il y a Aldrit qui va basculer dans mon dos. Et Aldrit, il aurait pu passer dans le dos, il aurait dû, mais il ne lit pas la situation comme cela. Elle est tellement bien jouée avec ce magnifique 6 contre 5 et une passe sur le pas main-main, c'est compréhensible. Moefana, il sort sur le porteur du ballon et Aldrit, il doit le voir sortir sur le +1. Parce que quand on regarde Aldrit, il part pas pour compenser dans le dos. On le voit, il bloque ses appuis en pensant que Moefana va il va centrer l'autre, le +1, et que lui, il va pouvoir prendre le porteur du ballon. Et on voit vraiment cette action où Aldrit coupe sa course, il veut basculer dans le dos, et là, il se dit non, Moefana, il va te centrer le +1, hop, je bloque mes appuis, je reste sur le porteur de balle. Et bam, on se fait éventrer au centre du terrain. Et après, une fois qu'il y a un franchissement, on le sait, ça va très vite. Et cet essai que ça va amener, ça va notamment très vite pour 2 raisons. Puisque les Blacks, ils sont fidèles à leur philosophie. Nous avons annoncé dans la presse, on veut tenir le ballon pendant 20 minutes et envoyer du game. Parce que l'arbitre, il est plus vigilant, il favorise l'attaque et qu'on ne laissera pas le ballon aux Français. Et donc on se retrouve avec une pénalité à, je sais plus, elle doit à 5 ou 10 mètres de la ligne de l'embut français. Mais au calme, Aaron Smith, il joue tranquille. T'as Woki qui tourne le dos, mais hey, mon pote, t'es en Coupe du Monde, hein, fais pas des trucs comme ça, tu nous fais des petites frayeurs.
Défense pas à 10 mètres, avantage en cours. Et alors là, quand tu as des avantages sur pénalité à 5 ou 10 mètres de l'embut adverse, la plupart des équipes, c'est ce qu'elles font, notamment quand elles sont d'un côté. Quand elles sont collées sur un bord de touche, tu vas avoir une zone très dense autour du ruck. Parce que si ça part en pick and go, faut pas que le mec puisse passer au-dessus, faut pas qu'il puisse passer en dessous, sur le côté. Et donc tu vas densifier cette zone proche des rucks. Ça veut dire que tu vas déshabiller un petit peu plus loin. Et quand tu as un avantage sur pénalité, ben en fait, pourquoi te fatiguer quand tu peux faire simple? Bam, t'envoies une transversale au pied. Mettons que le duel aérien, c'est quoi? Une chance sur deux de récupérer la balle? Et bien si une chance sur deux de marquer, mais bien sûr tu l'as saisi. Et donc, dès qu'il y a un avantage comme ça, sur pénalité dans les 22 mètres adverses, tu balances une grande transversale au pied. Et ça, toutes les équipes le font. Et les Blacks, ils sont bons au pied et ils le font bien. Premier essai, 5-0. Pouf! Et stratégiquement, sur l'entame de match, et même sur le match en règle générale, j'ai eu l'impression que les Blacks, ils avaient ciblé le centre du terrain français. Pourquoi? Peut-être parce que la connexion entre Fickou et Moefana, c'est pas la même que la connexion entre Fickou et Danty. Ça, c'est une première option. Elle n'est pas aussi rodée. Et le fait qu'il y ait Jalibert à l'ouverture, c'est aussi un autre point. Jalibert, il a ses qualités, Ntamak a ses qualités. Ntamak, c'est un charbonneur, il aime bien aller plaquer. Et donc, tu laisses souvent Ntamak défendre en position de 10, tandis que Jalibert, tu n'as pas envie de l'exposer. Et tu n'as pas envie de l'exposer non pas parce qu'il ne sait pas plaquer, attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Tu n'as pas envie de le laisser en premier défenseur, puisque sur des lancements de jeu, tu peux t'amuser à aller chercher le 10 adverse. Et quand tu es premier défenseur, on va venir te chercher sur du jeu très très frontal. Si on te positionne en numéro 13 pour défendre, et ce qui s'est passé avec Moefana qui défend en position de 10, Fickou en position de 12 et du coup Monsieur Jalibert en position de 13, en position de 13, tu vas être moins sur du jeu frontal. Tu ne vas pas aller chercher le joueur frontalement en position de 13 puisqu'il y a plus d'espace. Et donc tu vas aller chercher les espaces qui sont à côté. Et le joueur qui est en position de 13, il va plus tendance à avoir en fait une défense où tu vas venir plaquer de côté. Tu ne vas pas prendre les mecs dans le buffet. Et donc là, pour le coup, c'est pas une question de Jalibert qui plaque ou Jalibert qui plaque pas. C'est une question que tu es parti avec 3-10 en préparation de Coupe du Monde. T'en as un, il est out jusqu'à la fin. Si Jalibert se blesse, il ne reste plus que Astoy. Et donc pour finir la compétition, c'est plus compliqué. Et si Astoy se blesse, tu prends qui? Ben tu prends PA Tomovaca, pardi. Retour au sérieux. On est mené 5-0. Et rien à dire. Mais en France, on a développé en 4 ans ce réalisme et ce pragmatisme sur la gestion d'un match. Et donc, tu as pris des points, c'est pas grave, tu vas chez l'adversaire, tu scores. Coup d'envoi, tu récupères 3 points. Tu prends ton tarif sur les lancements de jeu, et derrière, tu rates ton coup d'envoi. Et là, qui est-ce qui a dit qu'on n'avait pas de mêlée? Ouais, mais en mêlée, on va se faire ouvrir contre les Blacks. Bim, mêlée, 3 points. Bon, et les Blacks, ils avaient prévu un plan anti-Dupont. Ils nous l'avaient annoncé. Comme les Anglais il y a 2 ans. Si t'as pas vu la vidéo, je te mets le petit lien. Et si je l'oublie, tu la retrouveras dans les autres vidéos. Et les Français, ils avaient prévu le plan anti-Dupont pour contrer le plan anti-Dupont. À ce moment-là du match, on assiste à un échange de jeu au pied. Les Français, ils récupèrent et le 9 néo-zélandais, il monte pour couvrir les bords de ruck. Une première relance de jeu sur laquelle Aaron Smith part en second rideau, plaquage aux jambes et libération ultra rapide de la France. Et là, il quitte instantanément le second rideau pour couvrir l'urgence. Et oui, en France, on aime ces zones-là autour des rucks. Les Français, on est très très forts. Et donc tu tentes et tu cherches à limiter l'influence de Dupont sur le jeu, et notamment sur ses bords de ruck. Parce que quand on a des libérations rapides, on va y revenir plus tard dans la vidéo, une de notre facultés, c'est d'être capable de transformer ce jeu déployé, où on va déplacer le ballon pour chercher des espaces, à ce jeu pénétrant en attaquant les leaders. Pourquoi je me suis dit que c'était Aaron Smith qui était missionné sur le plan anti-Dupont? Eh bien tout simplement parce que pour limiter l'influence de Dupont, tu ne peux pas l'empêcher de toucher le ballon légalement, mais par contre tu peux surveiller les bords de ruck. C'est peut-être la seule chose que tu peux faire avec Dupont. Et donc il y a de nombreuses séquences dans le match où en fait tu le vois Aaron Smith qui vient fermer ses bords de ruck. Mais pour le coup, nous, notre plan anti-Dupont, tu as le 9 qui vient fermer dans le premier rideau, tu sanctionnes dans le second rideau, il n'y a pas de souci. Et les Blacks, ils sont en reste sur le petit jeu au pied. Ben non, nous, on a le plan anti-Dupont, mais eux, ils ont le plan anti-Dupont. Comme je vous l'ai dit, ils avaient cette volonté de tenir le ballon. Et là, dans leurs 40 mètres, ils envoient une séquence où ils balancent 2 allers-retours sur le terrain. C'est une prise de risque énorme quand ils pensent, puisque la France, une de nos qualités principales, c'est notre efficacité défensive. Les Blacks se permettent d'envoyer une séquence de jeu où tu balayes 2 fois en largeur le terrain, 2 allers-retours, pardon, en largeur sur le terrain.
Et après ça, c'est normal, Dupont, il est parti prendre un café à la buvette tranquille et il est en train de discuter avec les spectateurs sur la main courante. Donc oui, il n'est pas en second rideau et tu mets un petit jeu au pied. Et ça, c'est toute la différence de pragmatisme et d'efficacité, c'est-à-dire que les Blacks, ils prennent ce risque de faire 2 allers-retours pour te mettre un petit jeu au pied, pour terminer avec un petit jeu au pied par-dessus, qui en plus n'est pas ultra efficace puisque tu as Ramos qui le prend à pleine vitesse, tandis que la France, nous, c'est récupération après un jeu au pied, une séquence, petit jeu au pied par-dessus. Alors ça n'a pas vraiment de rapport puisque c'est 2 façons différentes d'utiliser le jeu au pied par-dessus sur les principes en fait d'efficacité du jeu au pied par-dessus. Mais tu te dis qu'en termes de dépenses énergétiques et de gains, c'est quand même plus efficace. Et à ce moment-là, tu te dis, bah ouais, on est dedans. On est mené, mais on est dedans. On a notre équipe de France qui est pragmatique et réaliste. Et donc c'est ce que je vous dis, stratégiquement, les Blacks, ils avaient décidé de venir attaquer plus le centre du terrain qu'aller taper les couloirs sur les lancements de jeu en intention. Enfin, sur les lancements de jeu sur mêlée et sur touche. Une fois à la main, une fois au pied. On a quand même 2 de leurs essais qui interviennent après une prise de centre du terrain. Prise du centre du terrain. Et quand ils jouent au pied, notamment sur cette touche, ça fait partie des zones qui sont indéfendables pour le 9. Quand tu es entre tes 22 mètres et tes 50 mètres, pour faire simple, sur une touche, ton 9 il a tendance à rester dans le côté fermé, à défendre sur la touche pour un éventuel retour, et donc il ne pourra pas couvrir le second rideau. Et puis quand on voit des séquences qui sont assez longues, il se retrouve au bout d'un moment, forcément en tant que libéraux, il vient fermer à un côté ou fermer à un endroit, il sera plus présent dans le second rideau. D'ailleurs, si tu en veux plus, je t'invite à regarder sur la partie membre, il y a des petites analyses là-dessus sur la couverture du terrain, le jeu au pied en fonction des zones et tout le tralala. Et franchement, cette première mi-temps, elle est juste horrible à regarder pour un spectateur lambda. Pour un mec comme ça, mais moi je suis aux anges, c'est-à-dire que je regarde les mecs qui tapent au pied parce que les échanges de jeu au pied c'est ultra tactique et stratégique et on a été efficace là-dedans. Mais surtout, tu regardes les bonhommes qui tapent, les coups de pompe ils font entre 60 et 70 mètres. Et j'étais à côté d'un pote qui me dit ouais, pourquoi c'est bien et tout. Je lui dis mais tu te rends compte là, le coup de pied, d'où est-ce qu'il part et où est-ce qu'il va. Il me dit mais ils font pas tout ça. Je dis non, là t'as le meilleur des meilleurs. Et en seconde mi-temps, quand tu as Jalibert qui t'envoie un 22 mètres, il voit le coup de pied, il me dit ah ouais, t'as raison, ça part quand même très vite. Honnêtement, la hauteur des chandelles et la longueur du jeu au pied, ça m'a scotché. Mais c'est pas le plus beau à voir. Et surtout, en fait, ce qui m'embête, c'est que c'est les Blacks qui envoient du jeu. En première mi-temps, toi, t'as une mêlée qui est forte et tu prends les points au pied. Et ouais, un gros pack, un buteur, c'est ce qu'il te faut en fédéral pour monter ou pour gagner dans n'importe quelle catégorie et de passer en phase finale. Mais c'est pas ce qui te fait rêver quand tu regardes le rugby. Ouverture de Coupe du Monde contre les Blacks, tu t'attends à autre chose. C'est les Blacks qui font le jeu, c'est pas toi. Mais tu mènes à la mi-temps. T'as été pragmatique et réaliste. Et ça donne quand même un semblant d'assurance. Et ce passage au vestiaire à la mi-temps, je le trouve extrêmement intéressant. Et là, je vous donne un avis, encore une fois, qui est totalement subjectif et je peux me tromper. Mais j'aimerais bien savoir ce qui s'est dit dans le vestiaire à la mi-temps. Pas les petits bruits de couloir qu'on va avoir, mais réellement ce qui s'est dit à la mi-temps dans le vestiaire. Car quand tu reviens du vestiaire, la philosophie, elle a changé. Comme si Galtier, il les avait attrapés pour leur dire « Écoutez-moi bien. Ok, on a dit qu'on était pragmatique en première mi-temps et on l'a été. Par contre, à la finale, moi je vous le dis, on va se qualifier. Parce que si on ne bat pas l'Italie, on n'est pas invité pour la suite de la compétition. Donc le résultat de ce match, qu'on gagne ou qu'on perde, on n'en a rien à faire. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est d'envoyer du jeu. Parce que la ouverture de la Coupe du Monde, on nous attend depuis 4 ans. Et là, on s'emmerde, on joue pas au rugby. Alors à partir de maintenant, vous allez me mettre le feu. Parce que l'objectif, ça va être de gagner le cœur de la foule. Gagne le cœur du peuple et tu gagneras ta liberté. Ah non, ça c'est Gladiator. Bah ouais, mais quand t'es coach, faut bien que tu t'inspires un petit peu pour tes discours. Et le truc, c'est que si tu continues à jouer comme ça, à ne pas produire du jeu et à être pragmatique, effectivement, le match, je pense que c'est pile ou face, tu peux le gagner comme tu peux le perdre. Par contre, à partir du moment où on décide d'envoyer du jeu, mais c'est juste extraordinaire ce qui se passe. Et je pense que Galtier, il est en mission, comme il dit, pour gagner la Coupe du Monde. Mais Galtier, c'est pas le genre de mec qui va te dire « Ok, moi j'ai envie de gagner la Coupe du Monde à coup de 3 points ». C'est un cerveau du rugby. Il joue pour gagner les matchs et ouais, de temps en temps, on est capable d'y aller à coup de 3 points. Mais il a envie d'être reconnu comme un entraîneur, je pense, et avec des joueurs qui produisent du rugby. Et si tu veux gagner les matchs de rugby à l'heure actuelle, il faut que tu produises du jeu. Et c'est ce qui se passe en seconde mi-temps. Le coup d'envoi de la seconde mi-temps, tu ne le joues pas pour occuper le terrain, tu le joues pour récupérer la balle et tu récupères la possession de balle sur le coup d'envoi de la seconde mi-temps. Et là, tu vois un truc inimaginable. Je ne pensais pas pouvoir le voir en Coupe du Monde, et tant mieux. Tu vois Wardy qui est capable de te déborder Will Jordan, l'ailier des Blacks. Et là, tu fais « Ah ouais, d'accord, on part dans cet état d'esprit-là. Ok. » On a notre pilier gauche, qui est soi-disant le numéro 2 du poste, qui te déborde un des meilleurs ailiers du circuit mondial. D'ailleurs, il l'a tellement vexé que l'autre, il a voulu aller se reposer 10 minutes. Mais là où tu vas retrouver réellement cette équipe de France, c'est sur ces petites micro-attaques.
Je rappelle pour ceux qui me connaissent déjà et j'informe pour ceux qui ne savent pas, moi je différencie trois types de micro-attaques. Tu vas avoir les micro-attaques dans le jeu structuré avec tes animations de blocs, etc. ou ton bridge, et le bridge on va revenir un petit peu plus tard dessus, que l'équipe de France propose beaucoup. Il y a un deuxième type de micro-attaque qui va être des micro-attaques en intention ou quand tu vas avoir par exemple un 4 contre 3 en fonction de si ton premier attaquant c'est un avant, si c'est un 3/4, si c'est un 3/4, si c'est un avant, et ben tu vas avoir des circuits préférentiels pour pouvoir attaquer très rapidement. Et tu le retrouves ça notamment sur les zones retour, donc quand tu as un ruck bord de touche, tu as une première de relance de jeu. Quand tu inverses le sens de jeu, tu vas avoir pour moi ce que j'appelle une micro-attaque en intention. Il n'y a pas de joueur à hauteur dans le dos, c'est pas trop compliqué. Enfin, ça n'a pas l'air trop compliqué, mais tu vas jouer énormément sur les axes de course et sur le fait de franchir le plus rapidement possible. Et la dernière forme de micro-attaque, ça va être de pouvoir attaquer ses leaders défensifs. Les leaders défensifs, c'est les premiers joueurs de chaque côté du ruck pour faire grosso modo, c'est les premiers ou les deux premiers joueurs de chaque côté des rucks que tu vas essayer d'aller menacer. La France, elle utilise évidemment tous ces types de micro-attaques, mais là où pour moi elle en avance et qu'elle excelle dans ce domaine, c'est sur le fait d'attaquer ses leaders défensifs. Et c'est ce qui va te permettre de passer d'un jeu structuré avec ton système de jeu en 1-3-3-1, 1-3-2-2, etc., où tu vas déplacer le ballon et tu essayes de franchir avec du jeu devant la défense sur de la lecture avec tes micro-attaques et tes animations de structure offensive, à du jeu pénétrant, où tu vas directement pénétrer dans la défense. Tu vas plus essayer d'aller chercher les espaces libres, mais tu viens défier l'adversaire pour gagner du terrain. Et donc tu rentres dans un jeu déstructuré. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur c'est French Attack ou c'est comment la France a retrouvé son French Flair peut-être. Allez voir sur la page, c'est une vidéo qui a été pas mal vue où j'explique du coup les différentes manières dont l'équipe de France peut jouer et ce qui fait sa force à l'heure actuelle. Et tout le monde a dit pendant cette année 2023, la France, on a perdu, on n'est pas bon en attaque, il y a trop de lacunes, etc. Et c'est ce que moi, c'est mon avis que j'avais à l'époque et c'est toujours mon avis, c'est que on a été ultra efficace en 2022, mais on a été lu et étudié par beaucoup d'équipes. Moi y compris, j'ai beaucoup étudié l'équipe de France. Et donc, à force d'étudier, tu peux contrer une équipe. Et en 2023, on a travaillé sur d'autres choses, mais effectivement, ce jeu déstructuré, on l'a moins vu, ce bridge, on l'a moins vu, et c'était quelque chose où j'étais pas inquiet en me disant, on sait le faire, mais par contre, on va le ressortir au moment opportun. Et là, on le ressort. Et sur l'attaque de ces leaders défensifs, je crois en avoir compris une bonne partie et j'ai créé un abonnement souscription sur ma chaîne tout simplement parce que ce que je fais c'est des études et des recherches rugbystiques et notamment à destination des entraîneurs de rugby. Et donc si tu veux en savoir plus sur toutes ces micro-attaques, les attitudes au contact et de nombreux secteurs de jeu, je t'invite à souscrire. Moi ça me permet de financer ces recherches et ces études ou si tout simplement tu veux m'aider, tu es le bienvenu pour financer. Tu trouves ça sur l'onglet d'accueil de la page dans Rejoindre. Et tu te doutes bien que ce petit secret sur la capacité de la France à fracturer ses leaders défensifs, je l'ai poussé un petit peu plus loin. Et je n'en parlerai pas avant l'élimination de la France ou la fin de la Coupe du Monde. Mais tout le monde reconnaît des mouvements qu'on a l'habitude de voir. Notamment ce mouvement où, avec des joueurs qui sont évidemment régulièrement les mêmes, puisque tu utilises les joueurs en fonction de leur qualité et de ce qu'ils apprécient faire, et surtout de leur position sur le terrain, où tu vas voir Aldrit qui va venir attaquer l'extérieur du leader défensif pour pouvoir libérer à Dupont à l'intérieur. Ça te rappelle pas le petit essai qu'on marque ça contre l'Angleterre sur le Grand Chelem 2022? C'est exactement la même structure d'attaque. Et c'est là où la France, on est très fort, mais en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que j'attaque l'extérieur du leader pour pouvoir le faire vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que la Nouvelle-Zélande l'a étudié, ce mouvement. Elle sait que Aldrit est un gros porteur de ballon et qu'il a cette capacité à venir attaquer le leader sur l'extérieur et faire vivre à l'intérieur. Et donc, un tout petit peu plus tard, on a exactement cette même séquence où tu as Aldrit qui va se retrouver en position de relayeur et là, tu vois 3 Néo-Z qui bloquent leurs appuis et qui disent « Toi, on va te coffrer mon loulou ». Et ben non, là, pour le coup, changement de la micro-attaque pour attaquer ses leaders où il vient porter et il lâche en +1 à l'extérieur. Et on a cette capacité, du coup, quand on attaque ses leaders défensifs, à avoir de la variation. Franchement, c'est pas horrible de défendre contre la France quand on joue. Et du coup, on assiste vraiment à ce changement de mentalité en seconde période. En première mi-temps, là où on est timoré, pragmatique, on prend les points, on ferme le jeu. En deuxième mi-temps, pouf, on a fait péter la capsule. Le but, c'est de faire kiffer 80 000 personnes et 6 millions ou 8 millions ou 10 millions de téléspectateurs qui nous regardent en France. Bref, la grande équipe de France qu'on aime voir jouer et qu'on attend. Et oui, on retrouve, mesdames et messieurs, ce fameux jeu en bridge. Tu sais pas ce que c'est le bridge? Le bridge, c'est assez simple, c'est quand tu vas avoir des joueurs qui vont se mettre à la queue leu derrière un ruck et qui vont attendre pour se projeter très vite. Et là, c'est très compliqué pour la défense, puisque si tu veux venir couper les extérieurs, il va y avoir une passe lobée. Et si tu ne viens pas couper les extérieurs et que tu attends, les mecs vont se projeter au fur et à mesure.
Dans les enjeux de la Coupe du Monde, c'est ce que j'avais dit, c'est que défendre sur ce style d'attaque, ça va être un des enjeux de la Coupe du Monde. Eh bien, en deuxième mi-temps, on le retrouve sur plusieurs séquences, ce fameux jeu en bridge qu'on aime bien pratiquer et qu'on n'avait pas vu pendant le tournoi 2023, les gars. Et les filles. Et puis on retrouve ce jeu pénétrant et déstructuré qu'on affectionne tant et sur lequel on est à l'aise. Et là, c'est parti. Stratégiquement, on a une pénalité et au lieu de prendre les points, on décide d'aller en touche. Et là, tu la sens, cette bascule qui est effectuée par le 15 de France. Et elle est effectuée avec beaucoup de lucidité puisque un peu plus tard, tu as une pénalité et tu décides de prendre les points. D'ailleurs, cette petite touche préparée avec Moefana qui est dans l'alignement, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir ce qu'elle donne. Et puis sur l'action qui suit, on a cet essai de Penaud. Et Jalibert, tout le monde aurait pu dire ouais, il n'a pas fait un bon match, il n'a pas été bon en défense, il a fait quelques erreurs. Et alors, tout le monde en fait des erreurs. Mais par contre, Jalibert, quand il t'attrape, qu'il te met un 4 deb qui est juste magnifique pour aller servir Penaud, c'est excellent. Non, sérieusement, ce geste est tout simplement magnifique, c'est de la grande classe. Et on assiste à de plus en plus de gestes comme ça au cours du match. Il y a une chistera qui part de la part de Dupont, mais tu te dis où est-ce qu'il la met? Et bien sûr, elle arrive à destination. Tu as cette passe de Ficou pour Olivon. Ok, on a un ballon de contre-attaque, on décide de jouer. Et Ficou, il envoie une passe à Olivon. Et je trouve magnifique la façon dont Olivon réceptionne le ballon. Vraiment, quand tu vois ça, tu te dis mais comment il va faire? Et avec ses grands bras là, il va te chercher le ballon, tu le vois même pas. Et tu te dis que tu as des joueurs qui sont vraiment très précieux dans ce 15 de France. J'ai l'impression qu'on les mange surtout en deuxième mi-temps. J'ai pas toutes les statistiques du match, de conquête, domination. C'est vraiment ce que je fais là, c'est une analyse à chaud. C'est comme quand je vais entraîner une équipe amateur, tu regardes le match, tu séquences et tu produis ton analyse, t'as pas le temps de faire plus. Dans l'agressivité, les collisions, le jeu déployé, le jeu pénétrant, le combat, t'as l'impression que t'es passé au-dessus partout. Quand on te dit que c'est dans la tête tous les week-ends, mais c'est le cas. Regarde Aldrit sur cette séquence défensive, il se jette comme un mort de faim. Tu le regardes à 3 minutes de la mi-temps, il prend un star à l'épaule. Et là, tu le vois, il n'est pas bien avant de faire la pause à la mi-temps. C'est-à-dire que les plaquages, il les subit, il veut plus trop aller au contact et tout. Pourtant, tu le sollicites sur une touche où il prend la balle en intention, la dernière juste avant la mi-temps. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait à la mi-temps ou ce qu'ils lui ont injecté, mais le mec, il est reparti comme en 40. Et sur cette séquence défensive, mais quand il se jette comme un mort de faim, tu te demandes comment il fait pour la récupérer. Les Blacks, ils en veulent plus du ballon. C'est nous qui le voulons, le ballon. Et là, ça devient horrible de jouer la France. Si tu passes au sol, tu te dis c'est pour ouvrir un leader défensif. Si je peux faire vivre le ballon, je le fais vivre. Même quitte à le balancer loin derrière, c'est pas grave. On ne veut plus de jeu structuré. On déstructure totalement le jeu contre les Blacks. Parce que dès qu'il y a un ruck, c'est facile de t'organiser en défense. Et nous, on est très à l'aise sur cette situation tactique et sur ce fait de jouer dans le bordel. Pour nous, c'est un bordel organisé. C'est ce que j'explique dans la vidéo du French Flair. Et vraiment, la mentalité, elle a totalement changé. Et franchement, moi, j'ai regardé le match, mais j'étais excité. Quand tu as une pénalité et que Ramos te balance une diagonale au pied alors au lieu d'aller en touche, mais merci de respecter le rugby. Et cette pénalité à 40 mètres de notre en-but qui est jouée vite par Movaka. T'es à 40 mètres de ton en-but, tu joues un match de Coupe du Monde et t'as ton talonneur qui met le feu. Bah c'est juste hallucinant. Mais comme l'a dit Galtier, ils sont là pour faire vibrer la planète entière. Mais ils le font. Merci. Et on en parle d'Arthur Vincent, le rescapé, quand il rentre, il te met 2 contests, il fait une rentrée. Mais tu sens qu'il y a une osmose et une énergie dans ce groupe. Et ça fait plaisir. Même si le match, c'est un match un peu symbolique, parce que je pense qu'on battra tous les deux l'Italie avec la Nouvelle-Zélande. Quoique moi, maintenant, j'ai peur pour la Nouvelle-Zélande. Quand je la vois jouer, je me dis, l'Italie qu'on a affrontée dans le match du tournoi destination, pas sûr que ça passe. Et pour revenir plus factuellement sur le match, cette capacité du 15 de France à verrouiller en première mi-temps et te dire, ok, on pratique un jeu mais efficace, pragmatique, sans trop de dépenses d'énergie. Par contre, deuxième mi-temps, on fracasse, on envoie du jeu à gogo. Et on a été clinique sur ce qu'on a fait. Ça a marché, ça aurait très bien pu ne pas marcher. Mais ça a marché là. On a été bon en mêlée alors qu'on nous annonçait pas bon en mêlée ou en difficulté contre les Blacks. Les Blacks, ils nous ont pas spécialement mis en difficulté sur le jeu au pied. Les duels aériens, ça a été quand même. Quand t'as Jaminet qui marque son essai, ça il te fait plaisir celui-là. Tu l'as oublié la petite poussette contre l'Australie où tu prends un essai. Là c'est lui, il s'est engagé, il a dit hep, pas 2 fois comme ça. Là maintenant c'est moi qui vais marquer. Et cette capacité à s'adapter tactiquement en cours de match, c'est une de nos grandes forces. On passe de je tape dans le ballon, j'ai une conquête solide et je marque 3 points à regarder toute la planète. Vous connaissez pas le rugby, c'est un sport qui est spectaculaire et on va vous montrer pourquoi. Vous nous avez fédéré à 2000% les gars. Et c'est la première fois que je vois, il me semble, l'équipe de France de football qui vient voir l'équipe de France de rugby pour leur dire « check ça ma gueule, bien joué !» Mais j'en parle, j'ai les frissons. Ça veut dire qu'il y a une unité, tu as réussi à fédérer tout le monde. Et c'est énorme, je trouve.
Parce qu'au rugby, on n'a pas autant de public qu'au foot. Le foot est plus populaire, bien sûr. Mais là, quand tu as les joueurs de foot qui vont t'apporter cette visibilité auprès de la planète entière, auprès de tous les fans de foot, tu te dis waouh! En revanche, messieurs, j'ai perdu mon pari sur le match nul à la mi-temps et la victoire de l'équipe de France à la fin avec la cote à 60. Mais ça, c'était ce que je me disais, c'est première mi-temps, ça va être équilibré, je le perds à 1 point quand même. Les boules. Évidemment, j'ai pas pu tout traiter et je suis obligé de faire des arbitrages parce que ça prend beaucoup de temps d'analyser et que je vais pas parler de tout. J'essayerai peut-être de faire une autre petite analyse que je mettrai sur la partie membre, mais je vous promets rien parce que là, j'ai déjà pas beaucoup dormi, j'ai pas mal taffé et puis je vais rejoindre ma femme et mes enfants qui sont en week-end parce qu'il fait chaud et à des moments, il faut bien savoir couper un petit peu. Je répondrai sûrement pas aux commentaires. En tout cas, un énorme merci à toute la communauté. Là, ça me fait vraiment plaisir d'avoir le nombre d'abonnés qui grimpe. Tous vos retours, ils sont positifs et il y a beaucoup de gens bienveillants sur la chaîne, ça me fait plaisir. Si vous appréciez ce que je produis, vous pouvez soutenir la chaîne et me soutenir soit en tipsant, en lâchant un pourboire, soit en vous abonnant et en souscrivant dans la chaîne. Il y a une partie où vous pouvez donner une somme plus ou moins importante, soit pour me soutenir ou soit pour avoir accès à du contenu supplémentaire. Moi, c'est ce qui me permet de financer mes recherches ou études rugbystiques parce que, bien sûr, j'aimerais bien devenir un thésard en rugby, mais on ne me paye pas pour faire mes petites vidéos et mes petites recherches rugby. Ou alors, si mon polo il t'a fait kiffer, tu peux bien évidemment commander chez un sponsor parce que c'est ça aussi qui fait tourner la boutique pour moi. Et puis, on se revoit au Clubhouse de l'USOMC. Allez, topette!